Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, alors partageons des ondes positives et profitons de chaque instant précieux que nous offre la vie. Un proverbe africain dit « Le but de notre voyage, de notre quête, est de parvenir à percer le mystère des choses de la vie. » Alors si tu es ici, c'est pour avoir des tips pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Donc suite au premier épisode sur les projets que j'avais menés durant mon stage à la motrice paysage urbanisme en 2018, et bien voici donc l'entretien réalisé avec Hugo Receveur. C'était dans la voiture, durant les trajets, en direction des missions, et donc je vous le mets tel quel. Il est découpé en 6 parties différentes. Vous allez avoir le bruit des voitures en fond sonore, mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, ça va être le contenu de l'échange, des échanges, et voilà, bon podcast. Question basique. Alors, quelle est votre formation et quelles étaient vos motivations concernant le choix de cette formation ? La question est posée à toi, non ? Oui. Non, la formation de laquelle le La paysage. vôtre, oui. Alors, répète la question. Quelle est votre formation et vos motivations concernant le choix de cette formation ? Ok. Parce qu'après, il y a la question suivante, c'est avez-vous fait d'autres études et lesquelles ? Ah, d'accord. Voilà. Ok. C'est parti. Alors, les motivations. Je voulais faire de la conception, travailler dans la conception. Voilà, un métier avec un bon degré d'imagination. Parce que j'ai toujours, disons, imaginé, dessiné des choses. Donc, j'hésitais entre la formation d'architecture, d'architecte, et puis la formation, j'avais entendu parler du paysage. Voilà. Sachant que c'est vrai que j'avais vécu avant mes études au collège quelques années à Tahiti, dans une ambiance, donc Tahiti c'est assez tropical, mais c'est très luxuriant, et c'est là où on apprend qu'il faut vivre avec les éléments naturels quoi qu'il arrive, quoi. Et je pense que j'ai toujours été marqué par ça, donc par la suite, avec l'âge, j'ai toujours apprécié être plutôt, pas forcément que en extérieur, mais observer ce qui bouge, ce qui est en mouvement, ce qui s'adapte, et puis toutes les surprises qu'il peut y avoir dans le milieu. Voilà. Et donc j'ai entendu parler de cette formation de paysage, et je me rappelle encore un article, j'avais dû lire un article dans Télérama à l'époque sur Descombes, qui est un architecte français-suisse, ouais, et qui est un des rares architectes à avoir tout de suite travaillé, disons, dans le projet de paysage. Et pas juste espace public, mais qui présentait un projet de requalification de zones industrielles et d'espaces marqués par la déprise industrielle. Voilà. Et donc là, je me suis dit, il faut que je me renseigne sur cette formation. Et voilà. Et donc, la question qui était suivante, c'était quelles autres études avez-vous faites ? Si vous en avez fait d'autres formations ? Alors, pour rentrer dans les différentes écoles, on n'avait pas grand choix, c'est-à-dire c'était soit Versailles, soit Bordeaux, soit Lullier en Suisse, soit Jean Blou à l'époque. Et pour rentrer à Versailles ou à Bordeaux, qui étaient, disons, les écoles les plus reconnues au niveau du niveau d'études et puis de concept, où on se rapprochait le plus du métier d'architecte, il fallait un bac+2 à l'époque. Donc n'importe quel bac+2.
qui a été le plus simple pour moi en habitant à Strasbourg, ça a été de faire des études de biologie. Donc toujours pour appuyer cette dimension naturelle, cette étude du naturel. Et donc je me suis lancé dans des études de biologie, biophysico-chimie, géologie, voilà, à l'université de Strasbourg. Et en parallèle, parce que je pensais que c'était nécessaire, j'ai pris des cours de dessin académique aux arts décoratifs de Strasbourg, et j'ai commencé à suivre en candidat libre les cours de 2e et 3e année à l'école d'architecture de Strasbourg. Donc tous les cours qui se portaient au projet urbain, la réalisation de maquettes, le dessin à vue, voilà. Donc j'ai touché un peu à tout sur presque 2 ans et demi. Voilà. Est-ce que vous faites d'autres formations? Pourquoi avez-vous obtenu l'OPQ? Alors j'ai oublié de dire avant, pour Blois, oui. Elle n'existait pas au moment où je sortais du bac, la formation. J'aurais pu en entendre parler après 1 an d'études. Et c'est finalement après 2 ans d'études que j'ai entendu parler de l'existence de Blois, qui n'avait pas besoin d'avoir un bac plus 2 pour y rentrer. Et j'ai entendu parler du projet de l'école de Blois qui était beaucoup plus avancé, qui rebondissait sur, disons, les défauts des écoles de Bordeaux et Versailles. Et donc j'avais tenté l'école de Versailles, je n'ai pas eu le concours, j'ai été recalé dans les premiers sélectionnés, voilà. Et j'ai retenté, j'ai tenté Blois, tout en ayant un bac plus 2. Et voilà, puis je suis rentré à Blois et j'ai été bien surpris finalement de la formation et très content d'avoir opté pour ça. Voilà. Donc ça c'était pour rajouter pour Blois. Donc après et pourquoi l'OPQ? Alors l'OPQ, après c'est vrai que l'urbanisme, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, la connaissance des villes, la manière de... Et donc c'est vrai que tout ça c'est un peu lié. C'est que dans mes travaux en agence, j'ai travaillé comme salarié à Paris pendant un certain nombre d'années. J'ai travaillé dans des agences qui m'intéressaient pour leur démarche. Et donc j'ai fait que appuyer là où je me sentais à l'aise. Donc le travail d'urbanisme à toutes les échelles, c'est-à-dire en allant de la programmation, des scénarios, de la faisabilité, puis pour aller jusqu'à la maîtrise d'œuvre. Justement, et le suivi de chantier, quoi. Ça c'est la question suivante, du coup on va la combiner. C'est depuis quand exercez-vous la maîtrise d'œuvre et pour quelles raisons avez-vous choisi la maîtrise d'œuvre? Dans quelles agences avez-vous travaillé ou été en stage? Oui, mais avant je devais répondre à l'OPQ. Oui, parce que c'était en lien avec la formation. Et donc l'OPQ, non, il se trouve que voilà, dans mon activité, les premières années, j'ai pas eu l'occasion de travailler directement sur la maîtrise d'œuvre. Étant installé en Auvergne, alors que j'avais participé à un projet urbain qui était l'Europan de l'Hôtel-Dieu, je pensais que j'allais continuer un peu à travailler en milieu urbain. Et finalement, ça ne s'est pas présenté. Et j'ai donc pris les devants pour travailler là où on nous attendait, donc sur les études d'aménagement de centre-bourg. Et au fur et à mesure, au bout de 4-5 ans, il se trouvait que 80% de mon activité était liée à des études urbaines, de la faisabilité, études de territoire, programmation. Et qu'au fur et à mesure, j'avais plus une activité d'urbaniste, paysagiste, qu'une activité de paysagiste, concepteur ou autre. Voilà. Donc c'est bien longtemps après, donc après aussi 3 ans d'installation, qu'on m'a conseillé, après avoir passé la candidature à l'album des jeunes urbanistes, on m'a vivement conseillé de passer l'OPQ avec l'expérience que j'avais acquise depuis 8 ans. Voilà. Donc du coup on peut passer à
l'enseignement ou... Voilà, bon, après vous combinez les trois, mais pourquoi en particulier avoir voulu... Parce que c'est un peu lié au choix des études. Avant de rentrer donc en école de paysage et de faire un peu d'études, de découvrir le milieu aussi de l'architecture, je pensais que là où je me retrouvais le plus, c'était la création, la conception et le suivi de l'œuvre, la maîtrise d'œuvre. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aurais pu travailler aussi bien sur l'étude de la maîtrise d'œuvre, donc faire un peu de recherche et finalement je l'ai fait un peu à côté, puisque c'est en passant chez Claude Chazelle que j'ai repris goût avec les études et que j'ai décidé de passer un master 2 en philosophie au sein du GERFO. C'était un peu associé au GERFO. C'était une formation qui était menée à Lyon, à mi-chemin entre l'architecture, l'urbanisme et la philosophie. Et donc j'ai repris un peu des études. Mais à chaque fois que j'ai repris des études, que ce soit là le master ou quand j'ai enseigné en sortant d'école dans un BTS aménagement paysager, c'était plus fort que moi. J'avais envie de travailler sur la conception, sur l'invention du projet, quoi. Voilà, donc pour moi les choses sont presque indissociables et que c'est l'activité de maîtrise d'œuvre qui nourrit aussi une partie des recherches et donc la capitalisation des retours d'expérience qui nous encourage à ça. Alors, dans quelles agences avez-vous travaillé ou été en stage? Qu'est-ce qui vous avait le plus marqué? Et pourquoi ensuite avoir décidé de vous installer à votre propre compte? Et alors, donc j'ai fait des stages qui m'ont vraiment marqué chez Alfred Peter, qui est un des paysagistes dans l'Est qui a plus travaillé dans le champ de l'urbanisme. Donc Alfred Peter, c'est quelqu'un qui a une activité comparable à celle d'Alexandre Chemetov. Donc c'est un paysagiste qui est à la fois architecte, à la fois urbaniste. Et puis donc j'ai eu l'occasion de travailler sur les projets, quand j'étais en stage, et de découvrir les projets d'aménagement de tramway et comment en fait ils pouvaient structurer les centres-villes, les faubourgs, les différentes zones urbaines par une sorte de cohérence linéaire, une cohérence de transport qui change les modes de transport. Et donc voilà, ça c'était très marquant. Ensuite j'ai eu un travail donc en stage chez Catherine Mosbar. Catherine Mosbar, c'est une des paysagistes. Alors c'est étonnant parce que c'est une des paysagistes qui est le plus reconnue des fois à l'étranger et qui est presque méconnue en France. Elle a un travail qui est à la limite du champ artistique. C'est elle qui était co-éditrice de la revue Page Paysage, qui était une sorte de revue comme on pouvait faire à l'époque des revues d'art, de beaux-arts, d'art contemporain. Et donc ils ont eu l'occasion de faire 10 éditions et ils ont arrêté. Donc j'ai côtoyé cette personne qui ça m'a marqué au niveau de la conception, de la manière de pousser très très loin conceptuellement des projets. Donc ça c'était des grosses... Après j'ai eu d'autres stages. Et ensuite, Mosbar c'est M-O-S-B-A-C-H. Souvent on se trompe. Voilà, Catherine Mosbar, c'est le Jardin botanique de Bordeaux, c'est le Louvre à Lens, c'est la Roche de Solutré, donc c'est à tout casser une dizaine de projets, alors que d'autres paysagistes auraient pu en faire une trentaine derrière, quoi. Et elle m'a montré la possibilité en fait des fois ou alors la maladie, on ne sait pas jusqu'à quel point on peut être, mais de reprendre un projet des centaines de fois jusqu'à toucher à ce qui a le plus de sens dans un projet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre expérience professionnelle? Alors, j'ai travaillé chez Claude Chazelle aussi, ça c'était très fort aussi au niveau de l'aménagement du territoire, des sites archéologiques, ça très important. Et ça influence beaucoup mon approche sur les grands territoires et la manière d'analyser les grands territoires.
Thierry Laverne, chez qui j'ai travaillé sur des concours urbains. Donc Thierry Laverne, c'est le parvis de la gare du Nord, c'est le boulevard Barbès-Rochechouart, c'est voilà, des grands projets urbains, la gare Saint-Lazare et puis la place Clichy. Et donc une boîte à concours, hein, si on peut dire, une agence qui travaille beaucoup sur des concours, qui est souvent sélectionnée et puis qui fait des réponses très structurées, quoi. Et puis j'ai eu aussi l'occasion de travailler chez Germe et Jam, boîte d'urbanistes de jeunes urbanistes qui travaillent à toutes les échelles et qui font partie des meilleurs urbanistes qu'on ait aujourd'hui en France, qui sont dans la ligne droite de... Alors, je me rappelle plus son nom, qui les a formés là. Il y a bien sûr Patrick Germe, mais l'autre, ça me reviendra. Je redonnerai le nom. Voilà, Germe et Jam. Donc là, j'ai appris à suivre des projets jusqu'au chantier. Et je vais m'occuper du pôle espace public au sein de l'agence d'Urba. Voilà. Et enfin, dernière expérience de boulot avant de me mettre à mon compte, c'était de travailler chez Composantes Urbaines, dans une boîte qui travaille aussi bien sur l'ingénierie que sur la conception liée à la gestion intégrée des eaux pluviales. Et donc là, j'ai découvert comment on pouvait finalement travailler sur le paysage en ne parlant que d'eau et de contraintes hydrologiques, de questions d'inondation, de questions d'eau pluviale. Et ça, c'était assez fort. Voilà. Après, l'opportunité de commencer à travailler à mon compte, elle s'est faite par la rencontre avec Guillaume Ramilien, avec qui m'a appelé pour travailler comme ça, de manière au départ un peu spontanée, sur l'Europan qu'il venait de gagner. Il venait d'être sélectionné pour la première phase de l'Europan pour l'Hôtel-Dieu. Et donc on a travaillé sur l'étude de faisabilité. On était en étude de définition, en concurrence avec une autre équipe, et on l'a gagné. Voilà. Et donc on a eu l'occasion de travailler ensemble sur ça. Et à ce moment-là, il s'est posé la question de me mettre à mon compte. Et j'étais à l'époque à Lille, je travaillais à distance sur Clermont-Ferrand. Et ma compagne, qui a eu un poste autour de Clermont-Ferrand, m'a encouragé à venir m'installer en Auvergne. Voilà. Alors, avant de parler, je vais couper parce qu'on va parler d'autres choses. Qu'est-ce que vous apporte la recherche et l'enseignement et le fait d'avoir contribué à l'écriture de Clermont-Auvergne? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Oui, et ensuite l'enseignement aussi à l'école Archi et dans les différentes écoles. Alors déjà, est-ce que c'est pas des occasions qui se sont présentées comme ça? À l'origine, c'était à l'époque où je travaillais chez Composantes Urbaines. Je collaborais et je connaissais David Miette, qui était chercheur à l'équipement. Ouais, ça va? Oui, c'est bon. Donc j'ai rencontré David Miette, qui était chercheur à l'équipement et qui avait le double cursus, ingénieur architecte. Et aussi, un peu comme Guillaume Ramilien, ça a été une rencontre fructueuse où on a pas mal réfléchi, dessiné ensemble sur des micro-concours. On avait fait le concours Robert Ozel ensemble, d'ailleurs, en parallèle de mon poste de paysagiste à Paris. Et on l'avait gagné. Et on a continué un peu sur ça, à réfléchir un peu à la modélisation de l'espace public. Et il a fait appel à moi sur des projets de recherche juste après avoir travaillé sur l'Hôtel-Dieu, voilà. Et donc sur la modélisation des transports en site propre et sur aussi tous les projets de chantiers furtifs, on va dire les chantiers intégrés à la ville, où on intègre les temporalités de chantier dans une acceptabilité par les riverains et par les différents métiers qui œuvrent sur les travaux en ville. Voilà, donc on avait travaillé sur ces... Lui, il avait besoin, il pouvait missionner des professionnels dans le cadre des missions qu'il avait au sein du laboratoire de recherche de l'Île-de-France,
de l'équipement et qui était installé à l'époque à Trappes. Suite à ça, il a travaillé aussi il a lancé le projet du BIMBI, qui était un projet aussi lié à la modélisation urbanistique, et donc l'évolution du foncier et la maîtrise du foncier avec des nouvelles méthodes, des méthodes beaucoup plus raisonnées. Et donc pareil, il a fait appel à moi et on a même candidaté à une étude qui était à la limite entre le projet de recherche et l'étude de programmation sur la dynamique, comment on peut dire, le degré de mutabilité des tissus pavillonnaires en Île-de-France et particulièrement à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon, alors ces différentes expériences m'ont permis de développer une méthode de travail qui me sert de temps en temps pour des études, mais c'est pas souvent le cas, des études et des projets, mais qui m'ont permis de mettre en place une sorte de corps méthodologique pour l'enseignement ou pour appuyer un sujet de recherche. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Alexis Pernet, qui était à l'époque enseignant à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand et avec qui on a échangé et qui a mis en place avec le parc Livradois-Forez ce projet d'étude des paysages périurbains qui est à l'origine de l'ouvrage Clermont au loin, de cette aventure-là. Et donc il voulait travailler donc avec différents paysagistes, avec des expériences différentes, mais avec un corps de recherche particulier, une fenêtre de regard particulière. Donc il y avait donc Rémi Janin qui travaillait sur l'agriculture et sur la mutation aussi des formes d'agriculture et des formes liées à ça, donc avec son frère Pierre Janin qui travaillait sur tous les bâtiments agricoles. Et puis moi je venais dans l'observation, disons, des développements et de la mutation pavillonnaire qui peut être assez forte autour de Clermont, autour des différentes communes. Donc c'était deux regards, toujours portés par des paysagistes, qui étaient importantes selon Alexis Pernet à mener et à engager dans cet ouvrage de prospective. Voilà. Donc c'est assez fort de ce travail, cette recherche, si on peut dire, recherche-action, que j'ai eu l'occasion après de travailler sur, soit d'intervenir dans des séminaires, soit de continuer un peu le travail sur le BIMBI avec le David Miette et aujourd'hui ses associés. Alors aujourd'hui, de manière informelle, on n'a pas de contrat associé, mais je fais partie je suis cité dans le laboratoire de recherche qui s'appelle InVivo, qui est un laboratoire recherche associé à l'entreprise Ville Vivante et la compagnie des urbanistes, et qui est installé à Bordeaux. Voilà. Après, que dire ? L'enseignement dans les écoles. Alors l'enseignement, ça a été donc surtout, donc c'est à l'époque. J'ai rencontré, donc c'est Marie-Hélène Guécharpin qui cherchait, ainsi que Jean-Marie Fredfond, qui cherchait un enseignant pour s'associer, pour développer un peu plus cette approche pluridisciplinaire qui était liée au développement du domaine été. Donc ils m'ont proposé donc d'être associé à l'équipe en tant que vacataire. Et donc moi ça m'a bien plu. C'est vrai que l'enseignement, j'y avais touché en étant enseignant en BTS aménagement paysager, où j'enseignais le projet d'aménagement, la topographie, le dessin. J'avais touché à disons des cours assez classiques dans ce cadre de l'aménagement. Et là, de revenir vers le projet, ça me disait bien quoi, de travailler sur le projet urbain ou le projet d'espace public. Sachant que avec un public d'étudiants architectes, l'approche sur les espaces publics pouvait être beaucoup plus
délicate que des étudiants en école de paysage qu'on engage dans cette direction dès la première année, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est fort de ça que j'ai commencé à assister le projet urbain, surtout sur cet angle, avec Jean-Marie Fredfond. Et puis au fur et à mesure, j'ai développé, ça devenait nécessaire pour appuyer le projet, de développer des cours sur la biodiversité urbaine, la modélisation des espaces publics, donc ce que je faisais à côté dans la recherche avec David Miette. Et puis, qu'est-ce qu'on avait aussi, un cours voilà, sur la mutabilité pavillonnaire aussi à un moment, mais que j'ai pas continué à développer. Après, vous participez à des workshops et des voyages pédagogiques. Alors, les voyages pédagogiques. J'adore voyager. Non. J'adore animer. C'est vrai que les voyages pédagogiques, c'est quelque chose qui est associé à la démarche et à la manière. J'ai découvert ça chez Germe et Jam, qui travaillaient sur les premiers projets d'écoquartier en région parisienne. Et il s'est passé quelque chose. Donc c'est Jean-Marc Pichat, qui était enseignant aussi à Sciences Po, qui trouvait que finalement des fois, plutôt que d'essayer de convaincre une équipe, une maîtrise d'ouvrage autour d'une table en réunion et d'essayer d'aller sur le terrain et puis d'aller voir différents projets, il se rendait compte que finalement le projet ou le message pouvait passer plus rapidement. Et surtout, ça commençait à créer une histoire avec des élus qui pouvaient finalement partager et faire référence à ce qu'ils avaient vu ensemble. Et fort de ça, c'est vrai que j'ai continué à vouloir initier ça, que ça soit dans Clermont au loin, avec les petits voyages ou les visites qu'on a fait avec les élus. Et puis ensuite, je me suis pris très vite au jeu à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, où il a fallu organiser des voyages pédagogiques et où ça me plaisait bien de voir une diversité de projets urbains, architecturaux, d'espaces publics, pour arriver à voir un peu des démarches d'agences et surtout la démarche des communautés urbaines en cours de construction, les agglomérations et des maîtrises d'ouvrage qui mettaient en place une politique d'aménagement. Donc ça, les voyages pédagogiques, ça s'est fait comme ça. Donc j'interviens aussi sur des workshops dans la mise en place de méthodes de travail ou très rapides en 2 ou 3 jours pour arriver à encourager et à guider des étudiants à bouleverser un peu leur méthode de travail. Par exemple, faire du travail avec des étudiants et le lendemain leur dire vous allez abandonner votre projet et vous allez le laisser à votre voisin. Et ça, de l'amener un peu d'une manière extraordinaire ou un peu comme un commando. Et on vient bousculer ou réveiller un travail qui est des fois mené sur un an dans le cadre des études. Et donc c'est ce que j'ai fait là encore récemment, donc avec les artisans, avec la Chambre des métiers, qui a fait appel à moi depuis 2 ans pour encadrer une filière qui est la licence pro artisan designer, qui est installée à Montauban, avec des étudiants qui viennent du milieu de la création et on a un directeur qui attend qu'on puisse un peu réveiller ces gens qui ont des profils très variés avec des interventions courtes. Voilà. Donc je dis la série de questions comme ça. Quelle est votre fonction au sein de la motrice? Pourquoi avez-vous choisi ce type de structure? L'atelier a bougé plusieurs fois d'endroit et pour quelles raisons? Quelle est la philosophie de l'atelier? Quelles sont vos convictions sur votre manière d'exercer?
sont-elles les mêmes qu'à vos débuts? Qu'est-ce qui a changé dans votre approche du métier? Quel type de projet vous intéresse le plus ou le moins? Travaillez-vous avec des collaborateurs et quels sont-ils? Et qu'est-ce que vous apporte le travail d'équipe pluridisciplinaire? D'accord. Voilà, donc ça c'est essentiellement là-dessus sur la structure de la motrice. Donc dans l'ordre, n'importe. Donc votre fonction au sein de la motrice. Alors la fonction, je suis gérant de l'atelier La Motrice. Je l'ai créé. J'aurais pu être en libéral et donner le nom Hugo Receveur, paysagiste. Voilà, mais j'ai souhaité créer une structure, sachant que à l'époque où j'ai créé, j'étais assez ouvert à l'idée de m'associer avec des anciens collègues qui ont finalement eu d'autres motivations. Mais bon, il a fallu faire un choix, et donc à l'époque je l'avais appelé La Motrice d'ailleurs. Ah bon, c'est le nom. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que je travaillais beaucoup sur l'idée de motif, d'émotion et la manière d'engager un mouvement. Et donc c'est comme ça que le nom a un peu émergé, l'idée de créer de la motricité dans un projet et à partir d'une étape engager une nouvelle étape sans s'arrêter, et puis de créer un mouvement. Pourquoi une SARL? Alors à l'époque j'avais le choix soit être en libéral indépendant ou alors de créer une société, et c'est Thomas Hans, avec qui j'ai beaucoup échangé à l'époque, avec qui on avait travaillé sur la recherche et qui est aujourd'hui co-associé de Ville Vivante. Lui avait déjà créé sa structure un an avant, et puis c'est très simplement, comme on collaborait beaucoup, il m'a vivement conseillé d'avoir une situation visible, lisible de l'extérieur, donc être en société. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2009, c'était encore un peu comme avant, ça l'est un peu moins maintenant, mais il fallait avoir une sorte de société, voilà. Alors qu'est-ce que je fais, madame? Alors on est en train de suivre un troupeau d'aubrac en voiture avec une tondeuse dessus, et je dois attendre. Oui, le monsieur me fait un geste. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? On a le temps, on est derrière les vaches. SARL, donc c'est à la base, c'est surtout, on dit SARL de manière officielle, mais c'est ce qu'on appelle une EURL plus spécifiquement. Donc une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc on doit y mettre un capital, on a une visibilité. Alors je crois que j'ai un capital de base, j'avais mis un capital de 5 000 €, et donc une déclaration, je déclare en fait mes revenus à la TVA et mes gains. Voilà, moi, je vais essayer de passer, non? Parce que là... Allez, on va essayer. Non? Parce que là... Oh merde, j'ai fait la connerie. Voilà, SARL, c'était pour des raisons de fonctionnement, c'était beaucoup plus clair. Après, ce qui est un peu plus lourd à constituer, c'est les statuts, les démarches auprès de la Chambre des métiers, la Chambre de commerce. Voilà, ça met un peu plus de temps, c'est vrai. Mais et j'ai opté directement pour un fonctionnement avec un comptable auprès de qui je confiais la TVA. Et voilà, donc une fois lancé, le fonctionnement était assez simple après. Mais c'est vrai que le lancement est un peu lourd, et c'est vrai que on se forme sur le tas souvent. On crée sa boîte, on apprend, on se renseigne, c'est beaucoup de stress. Voilà, on fait des fois, on a des cours auprès de la Chambre de commerce qui nous explique voilà, que
Si au bout de 2 ans la boîte ne fonctionne pas, c'est pas la peine d'insister. Voilà. Et puis au début, comme j'étais au chômage suite à mes expériences de salarié, j'ai eu le droit à une aide aussi pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça m'a permis d'avancer. Donc la question suivante, c'était l'atelier a bougé plusieurs fois d'endroit. Pour quelles raisons? Alors pour des raisons de cadre de vie, de s'installer. Donc sachant que le métier de paysagiste est un métier, disons, on est très peu en France si on regarde la proportion dans les métiers de la conception, que ce soit les architectes, les géomètres, les ingénieurs, voilà, à leur compte. On est assez peu. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il faudrait retrouver le chiffre. On est peut-être 5000 en France, voilà. Sur Clermont-Ferrand, j'avais pas fait d'études de marché pour dire ça serait bien que je m'installe là parce que on sera temps, tout ça, mais je me suis renseigné après coup que finalement on était 10. J'ai fait connaissance avec différents de mes collègues, différents confrères, et on a surtout décidé de s'installer à Billon. Donc c'était à mi-chemin entre le parc naturel régional du Livradois-Forez où ma compagne a eu un poste de paysagiste. Donc le choix s'est fixé sur la position, une position égale entre la ville et la campagne. Et sans que je sois dérangé parce que de toute façon il fallait faire pas mal de déplacements pour aller travailler sur différentes communes. Voilà. Donc à l'époque, je travaillais sur la région parisienne, sur les projets de recherche, à Saint-Jean-des-Olières, un premier aménagement de bourg, un peu sur Clermont-Ferrand avec la fin de l'étude sur l'Hôtel-Dieu. Et puis, donc ça demandait, voilà, de toute façon de prendre toujours de la route. Alors après, au bout de 4 ans, on a décidé, donc pour des raisons personnelles, de déménager en Aveyron. Toujours pour le cadre de vie, sachant que j'avais, voilà, je pensais toujours que de toute façon les déplacements étaient importants, donc et je pouvais aussi me tourner un peu plus vers la région actuelle Occitanie et me tourner un peu plus vers le sud, sachant que à l'époque on était sur Clermont-Ferrand, ça stagnait un peu au niveau de l'activité, c'est-à-dire que les marchés de maîtrise d'œuvre n'était pas forcément accessible. Pour moi, j'avais peu de visibilité et ça c'est le cas aussi de tous les jeunes professionnels quand ils commencent. On leur demande de l'expérience alors qu'ils sont jeunes et en même temps on leur fait pas confiance tant qu'ils n'ont pas construit quelque chose. Donc c'est quelque chose qui se mord la queue et même en ayant, avant de m'installer à mon compte, j'avais quand même 6 ans d'expérience en atelier, j'avais suivi toutes les étapes de projet. J'étais largement capable de mener des projets. Et je pense même qu'au bout de 3-4 ans, j'ai même perdu, disons, en degré capacité de suivi de projet, de maîtrise d'œuvre, tout ça. J'avais perdu un peu de cette dynamique que j'avais acquise en travaillant dans des agences à Paris. Voilà. Donc déménager en Aveyron, ça demande quand même un déménagement pour une structure professionnelle, c'est quand même un peu compliqué parce que il faut toujours qu'on ait une sorte de visibilité, surtout en milieu rural, surtout quand on ne connaît pas la profession et les compétences qu'on peut amener. Voilà. Et en Aveyron, donc Aveyron du Nord, il m'a fallu à peu près 1 an pour me faire connaître et pour que des élus locaux commencent à comprendre qu'on pouvait me voir arriver sur des marchés et marchés d'appel d'offres publics pour répondre à de la programmation, à de l'aménagement de village, à de l'étude de paysage. Voilà. Et maintenant, disons que je suis plus identifié et que j'ai moins de soucis pour être appelé. Alors ensuite, quelle est votre philosophie de l'atelier La Motrice, vos convictions sur votre manière d'exercer et comment elles ont évolué en fait par rapport à vos débuts? Oh là là, c'est compliqué. Non, elles ont évolué. Je pense qu'elles ont évolué avec les rencontres et les possibilités de projets qui se sont créées. Donc après, la manière de fonctionner,
comme je le dis un peu, quand je présente la structure, elle est généreuse, ample. J'essaye toujours de m'imprégner du territoire, du terroir dans lequel je travaille, et puis de faire confiance au dessin. Donc pour moi, le dessin fait partie intégrante de l'analyse, de l'observation, de l'outil d'échange avec les clients qui font appel à moi, et puis après dans la manière de représenter, mais on va en parler après. Donc après, la démarche, elle se veut engagée, sachant que ce qui m'importe avant tout, et ce qui peut des fois ne pas être en accord avec des partenariats que je peux faire avec d'autres professionnels, c'est que on dit des fois le client est roi. Et moi je ne pense pas complètement ça. C'est vrai que je me suis toujours gardé de ça en pensant fortement que c'est l'habitant qui doit être le mieux servi, disons, dans les projets d'espace public et d'études qu'on mène pour les collectivités. Alors moi je m'adresse vraiment à la commande publique, aux collectivités, et donc mon premier sujet c'est l'habitant. C'est habiter un village, habiter une ville, décider d'avoir des équipements, des services à proximité, un cadre de vie, et c'est ça qui m'apporte. Donc c'est vrai que à des moments j'ai peut-être pas été assez opportuniste comme le sont certains de mes confrères qui eux savent très bien qu'ils ont des élus en face, qui peuvent avoir à un moment des envies de prince entre guillemets, et à qui il faut répondre parce qu'on sait que c'est eux qui nous permettront de facturer voilà, les études et les commandes. Et donc dans ce sens, est-ce que c'est de la naïveté de ma part ou de la non-stratégie, voilà, je pense encore idéalement qu'il est possible de travailler pour des communes en accent sur l'écoute des attentes habitantes. Alors ça ne veut pas dire les attentes des riverains en particulier, mais c'est d'essayer de synthétiser ce qu'attendent vraiment les riverains et aussi les habitants de tout un territoire, quoi. Ce n'est pas seulement ceux qui sont concernés par l'aménagement, mais ça peut être voilà, ceux qui s'investissent dans un territoire. Alors, on va peut-être couper, parce que là on arrive à... Alors c'était... Ah oui, quel type de projet vous intéresse le plus ou le moins, et travaillez-vous avec des collaborateurs? Qu'est-ce que vous apporte le travail d'équipe pluridisciplinaire? J'adore travailler tout seul. Avec moi-même. Ah mais je suis enregistré. Oui, bah oui. Moins il y a de monde, mieux ça va. Non mais c'était une blague. Donc j'enregistrais. Donc c'était une blague. Voilà. Et non, les études, quoi, je préfère. Lesquelles. Les études sur lesquelles je préfère, ça dépend. Des fois, c'est des petites études. On est peut-être deux à collaborer. Voilà, on sait où on va et on sait chacun comment on se répartit le travail. Donc, c'est des habitudes de travail qu'on a développées avec des gens avec qui on a la même vision et disons les mêmes convictions sur les solutions à apporter. Et puis après, c'est des études pluridisciplinaires. J'aime bien travailler en équipe, mais à partir du moment où la méthode est bien posée. Ça m'est arrivé de travailler avec des décalages de méthode où à un moment ça éclate, quoi. Et ça ne fonctionne plus. On peut pas improviser tout le temps. Et la méthode de travail en équipe pluridisciplinaire, elle doit être décidée en amont. Au moment de postuler, au moment de la candidature, et là c'est super important parce que des fois il y a des appels d'offres qui partent avec un mois d'annonce et c'est pas suffisant pour faire des choses innovantes, quoi, des choses bien construites. Voilà. Et puis ça court pas les rues, les équipes pluridisciplinaires qui décident de travailler ensemble sur la réinvention
des façons de faire. Alors les études, et je dois les nommer, les études particulières? Ce que vous voulez. Après c'est là c'est parce que c'est bien rodé. Il y a des projets qui vont le plus marquer, bien marquer, soit parce que ça marchait pas bien, ou soit parce que c'était vraiment très bien, parce que vous avez pu aborder plusieurs... à l'Aïol, il y a c'était intéressant de travailler avec la même équipe municipale sur des échelles différentes. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur le PLU de l'Aïol au Brac. On travaillait sur les grandes stratégies de développement du logement, en même temps le diagnostic du grand paysage, et puis après travailler à l'Aïol sur la programmation d'équipements, un pôle multiservice, une médiathèque, une salle des fêtes, comment les implanter, discuter. Et ce que j'adore faire en fait, c'est travailler avec des maquettes qui sont manipulables par les élus, et qui leur permettent vraiment de se réapproprier et d'apporter des solutions réfléchies. C'est vrai que des fois, quand on fait des réunions ou des réunions de travail et des comités de pilotage où chacun donne son avis et finalement les avis ne s'implémentent pas, ne se superposent pas, et ça ne construit pas. Alors que si la méthode de réception des avis, la méthode d'écoute est au point, on peut arriver à faire que les réunions sont des vrais ateliers de travail, et où à la fin de la réunion tu sais déjà où tu vas, et c'est pas à toi d'inventer la poudre. Après c'est du design quoi. Donc il y a un design, il y a du design de la méthode à mettre en place, et ensuite un design d'implémentation des propositions qui sont faites, et là après tu te fais plaisir parce que tu fais vraiment un projet qui est la concrétisation des objectifs bien concertés quoi. Et donc là, l'Aïol, on a travaillé sur les scénarios d'aménagement urbain du Foirail. C'était super parce que franchement, là, c'est des études que tu aimes bien parce que tu as des réunions prévues, t'en fais pas une de plus, tu as répondu aux enjeux, tu as fait 3 scénarios, une réunion où tu en fais plus que 2, une autre réunion tu choisis le scénario, tu fais la FESA, et tu es rémunéré correctement. Tu manges pas ton slip comme on dit, parce qu'il y a des études, vraiment tu passes 200 heures et t'en avais chiffré 120, 100, et là c'est dur à avaler, mais il faut quand même terminer, t'as des responsabilités. Donc voilà, c'est des études où et Bimby, c'est vrai, de travailler avec Ville Vivante, c'est très agréable, parce que pas que tu as l'impression d'être à l'hôtel et que la méthode est mise en place, mais c'est que à partir de la méthode qu'ils ont mise en place, il y a plein de choses qui sont ouvertes au projet, et que suite à une étude Bimby, tu peux faire des projets mais très différents en termes de stratégie urbaine, et je trouve que là il y a quelque chose d'assez réussi, parce que ce qui m'insupporte le plus finalement, c'est les études où tu as l'impression que tu vas réinventer quelque chose et tu reviens au même résultat qu'un projet qui a été fait 10 ans avant quoi. Et donc c'est les études sur lesquelles j'ai préféré avancer, c'est quand il y a eu une méthode qui nous a permis d'innover et qui a permis aux élus de bien s'exprimer et de bien se faire comprendre. Et c'est surtout aussi quand il y a des équipes d'élus qui sont complètes, ça c'est aussi agréable. Quand tu as 6, 7, là ce soir à l'Aïol on l'a vu, aparté, mais quand des fois tu as juste 2 élus et que tout se fait avec ces 2 élus, c'est pas possible, c'est pas ma vision de la réponse à une commande publique. Et donc avec quels collaborateurs travaillez-vous, Donc avec alors soit des concepteurs lumière, soit des ethnobotanistes. Alors il y a des études qui sont, disons, classiques, il va y avoir les concours. Alors soit c'est les concours d'architecture et c'est l'architecte qui est mandataire et donc on est appelé pour faire partie de l'équipe. Soit c'est le paysagiste qui est mandataire et là on travaille avec des architectes s'il y a un bâtiment ou s'il y a des choses, un ouvrage d'art à construire, ou avec un ingénieur.
et on appelle les concepteurs lumière. C'est vrai que dans le milieu de la conception de paysage, le projet de paysage, on aime bien travailler avec les concepteurs lumière parce que ils ont une façon commune de voir l'espace, quoi, et de savoir travailler aussi bien le détail technique de la lampe, de son rendu, et de travailler avec les temporalités, le jour, la nuit, chien et loup, le matin. Et on n'imagine pas à quel point la nuit c'est pas toujours la même, mais on s'en doute. La nuit, voilà, c'est la pleine lune, ça peut être nuit noire et tout ça. Et quand tu rentres dans ce monde, là, ça te donne un bon reflet aussi sur ta méthode de travail. Et voilà, les concepteurs lumière, les ingénieurs hydrologues. Alors, quand en plus ils ont des bonnes capacités à travailler sur l'hydrologie, moi j'aime bien parce que ça fait partie des choses que j'aime bien mettre en avant, le travail sur l'eau. Et voilà, après il va y avoir ce qui est études participatives. Là on était dans, disons, les commandes classiques, et dans les études participatives ou prospectives, moi j'hésite pas à travailler avec des gens qui ont les doigts dedans, les mains dedans, et qui à un moment travaillent la matière, connaissent. Donc collaborer par exemple avec Yannick Delmas, moi ça tombe sous le sens. Travailler avec Nathalie Baptiste sur les plans de paysage, c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde de l'agriculture, les producteurs, les artisans, les gens et puis en plus elle passe par les plantes pour dire d'autres choses sur le monde. C'est pas tant l'objet et la plante, mais c'est que la plante dit plein de choses sur le reste, sur la manière dont les gens s'en occupent, parlent d'autres choses, se protègent, se soignent, se nourrissent. Et ça c'est assez intéressant de travailler avec des gens qui sont dans le concret. Et donc toi, ta fonction, moi ma fonction, c'est d'arriver à synthétiser l'ensemble, conceptualiser et faire que ça réponde à la commande. Donc on est dans une démarche un peu de recherche-action avec des gens qui connaissent ce terrain. Parce que mon métier, je suis pas spécialiste. Voilà, je suis quelqu'un qui navigue sur les échelles et qui a besoin de travailler avec des gens qui connaissent ce qu'ils font. Voilà. Donc en prospective, tu peux travailler avec des gens comme ça ou des gens qui sont dans le milieu, voilà, hybride du spectacle, de la participation. Pixel 13, c'est le cas. C'est un collectif qui travaille et qui est à mi-chemin entre l'art et la commande publique, la commande artistique. Voilà. Après, ok. On passe. Alors on va parler plutôt du projet. Je lis toutes les questions parce que c'est comment abordez-vous le projet, un projet, quelles sont les étapes clés selon vous, quelle place le dessin, la représentation a-t-elle dans votre manière de concevoir, quels autres outils mobilisez-vous, quelle est votre position quant à l'utilisation des références et comment les choisissez-vous, quel est le projet qui vous a le plus marqué et pour quelle raison, et quel projet regrettez-vous? Voilà. Donc, comment abordez-vous un projet et les étapes clés d'abord? Alors, ça commence par le travail du terrain. Et souvent, le terrain, je sais que je vais y revenir plusieurs fois. Ça doit être une source d'inspiration constante. Et donc, le travail du projet, il va aller vers la concrétisation. On descend dans les échelles, si on peut dire. Les échelles, c'est pas forcément les échelles spatiales, c'est les échelles d'échéance par rapport à l'obligation de rendre et puis de réaliser un aménagement. Voilà. Ou ne pas faire certains aménagements si on juge que c'est nécessaire. Mais ça va être de descendre progressivement. Donc dans le projet, c'est de commencer par le terrain et de rendre possible les retours vers ce terrain. C'est-à-dire qu'après, on peut être en phase APD, avant projet détaillé, ou au pro, et regarder des choses qui ont été faites avec du sens sur le terrain. Et ça, j'aime bien. C'est comme à un moment, on parle en réunion d'une rambarde, on sort dehors plutôt, et là, on va vérifier que la rambarde est au bon niveau, et puis on apporte tout de suite une solution concrète. Voilà la réponse. Et on évite de laisser traîner quelque chose qui peut être réglé de suite avec un peu de jugeote. Voilà. Donc après, dans le projet, c'est ce terrain comme source d'inspiration et source de
réutilisation des motifs. Voilà. Ensuite, que je peux dire, on avance progressivement. Ça dépend vraiment des commandes, quoi. Alors comme je suis des fois sur des réponses d'études urbaines, d'études de grands paysages, sur les études de grands paysages, on est dans une dimension prospective où on va travailler sur du diagnostic, des objectifs, des objectifs de programmation, et ensuite on va travailler sur des fiches d'action. Et pourtant c'est du projet, il y a du projet là-dedans, mais ça fait partie. Et justement, comme on parle pour les ADT, donc pour l'aménagement du territoire, comment vous abordez donc le diagnostic territorial et justement les fiches actions? D'accord. Donc le diagnostic territorial, ça se fait souvent par une méthode de classification pour voir comment je peux percevoir ce territoire par rapport à un autre. Donc je l'embrasse complètement, j'en fais une reconnaissance exhaustive en termes d'échelle, mais pas exhaustive dans les détails, donc plutôt générale. J'essaye de bien connaître le territoire dans ses grandes lignes, et au fur et à mesure, selon les problèmes qui commencent à être vus dans les premières réunions et les rencontres avec les acteurs, je commence à créer des thématiques de travail qui seront peut-être ou pas finalement les thématiques d'action futures, mais que je pose comme ça, comme un post-it qu'on pose de côté, puis un jour il tombera, ou alors il se transformera en papillon, ou en papillon de projet. Et voilà, donc l'idée au début, c'est de tisser des pistes, d'organiser des formes de tableaux qui permettent aux gens de reconnaître comment ça a du sens, un sens cartésien, d'évaluer les enjeux, les problématiques, les actions potentielles, les objectifs avant bien sûr, et après les actions potentielles. Et en même temps, il faut pouvoir les illustrer avec des principes de présentation très animés, didactiques, avec des PowerPoint qui font référence à des projets qui se sont menés sur le territoire. Alors quand on est sur l'analyse de territoire, ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment, c'est de rebondir sur des choses exemplaires en termes de services, de façon d'habiter, avec une histoire derrière. Pour moi, ça doit avoir, le storytelling a du sens, parce qu'à un moment, on discute avec les gens qui sont les élus, qui sont garants de leur territoire, mais on discute aussi avec des habitants qui ont des choses, des initiatives qui sont importantes. Et c'est à partir de ça qu'on fait rentrer des gens qui étaient plutôt à distance dans le projet. Et de voir en quoi ça a un intérêt. Parce qu'il y a quand même pas mal d'études qui sont demandées parce qu'il faut les faire. Parce qu'il faut passer à une autre échelle de travail. Il faut passer au SCOT, il faut passer au PLUI, il faut faire un PLUI. Il faut faire. À un moment, on va le faire. Mais autant se faire plaisir et faire qu'on arrive un peu à motiver les gens. Sinon, c'est pas la peine de travailler. Voilà, donc sur les territoires, c'est peut-être un peu flou, là comme ça présenté, parce que je suis pas parti sur un exemple, mais les plans de paysage, je trouve que ça a vraiment du sens comme ça. Les PLU, c'est plus délicat. Aujourd'hui, on a tellement d'exigences de temps, de l'État, des différents acteurs, la Chambre d'agriculture, qu'à un moment, on rentre dans toujours les mêmes codes, quoi. Mais je pense que toujours dans les PLU, il y a possibilité de faire du projet. Et c'est pour ça que je continue d'ailleurs à postuler encore à des PLUI en équipe, avec une équipe d'urbanistes, et en espérant qu'un jour on arrive à mener un projet un peu plus exemplaire. Et donc là, juste pas très longtemps, mais genre par rapport au PLUI, comment vous le gérez en fait, le fait d'avoir tous ces acteurs autour de la table? En général aussi, comme je vais pas être la personne qui réalise le document, je peux pas être l'instigateur principal. Je reste animateur, voilà, grain de sable, pardon, piment vert. Ah merde. Et
Non, c'est pour dire que souvent, c'est quand même l'urbaniste qui fait. C'était un chien. Fleur a eu peur, mais on a l'habitude. J'ai un peu l'habitude, mais à chaque fois il me surprend. Il se jette sur les roues. Voilà. Et voilà, donc c'est l'urbaniste qui gère le juridique et du coup les documents officiels qui va animer, qui va lancer, disons, le planning de travail avec tous les acteurs. Et une fois que c'est lancé, moi je commence le diagnostic de travail et puis mes compétences elles vont aussi vers l'animation sur les enjeux et les objectifs en termes d'urbanisation ou de qualité paysagère. Et là, au fur et à mesure, c'est avec les thématiques qu'on fait travailler les différents acteurs. Donc là, on mène des ateliers participatifs avec une alternance de prise de notes, d'exercices, voire de jeux, et puis de moments informels, mais qui sont néanmoins importants pour construire une histoire commune. Parce que se lancer dans un PLU, c'est des fois 2 ans, 3 ans à côtoyer les mêmes acteurs. Donc il faut se donner les chances de se connaître, quoi. Alors, quelle place le dessin, la représentation a-t-elle dans votre manière de concevoir et quels outils mobilisez-vous dans les projets? Alors, les dessins, quels outils? Le dessin. Ouais, le dessin, c'est quoi le dessin? Le dessin, la représentation. Moi, je dessine que sur AutoCAD. Même le plan de paysage, je fais tout sur AutoCAD. Le dessin à la main. Le dessin à la main. Donc, sur le dessin à la main, comme je l'ai dit... Le carnet de voyage, c'est souvent une démarche un peu personnelle, mais je continue à alimenter les outils. C'est-à-dire que j'essaye de tester, quand je fais des voyages, des outils différents pour exprimer une idée, rappeler une anecdote et construire une sorte d'histoire rigolote avec laquelle je peux échanger. Voilà. Après, du coup, ces petits outils, des fois, je me dis que ça peut être efficace finalement pour animer certaines démarches, voilà, et puis pour regarder l'existant. Donc ça m'est arrivé pour l'étude participative de l'aménagement du centre-bourg de l'Aïeul de faire un carnet où j'ai décidé à chaque résidence, on était en résidence une fois par semaine pendant 2 mois. Je prenais 1 heure de mon temps pour faire une série de croquis et les croquis, on se met à distance et en même temps on écoute. Les habitants viennent nous voir plus facilement que si on était dans une boutique à attendre leur doléance ou en réunion publique. Et c'est là où il y a des échanges qui se font, où tu apprends à enquêter pour mieux te renseigner par la suite. Quitte à être affreusement naïf ou à des moments être à côté de la plaque au niveau historique. Mais de s'être engagé comme ça, et le dessin pour moi c'est un engagement. C'est un moment se mettre en fragilité, un peu en faux. Parce que d'un côté on va trouver ça joli et on va pas comprendre pourquoi on fait un dessin. Mais le dessin c'est vraiment un accès au réel, c'est la possibilité de comprendre quelque chose qu'on prend plus le temps de regarder en prenant une photo ou en parlant en réunion alors qu'on est loin de ce lieu, quoi. Voilà. Donc le dessin, les outils, les codes. Voilà, une des pistes de développement, c'est les carnets de voyage, c'est les carnets. Je dessine beaucoup. Et puis même pour les prises de notes, quand j'écoute quelqu'un. Voilà. Et ça permet aussi de faire autrement des storytelling. Donc de faire des fois des illustrations de méthodologie avec le dessin. Et parce qu'on sait que des méthodologies, des candidatures, on les lit souvent en zigzag. Et des fois on revient. Et que le dessin, des fois, peut être une manière de raconter autrement la manière dont on va organiser une étude. Après, quand je parle d'outils, ça peut être aussi des références, des mémotifs ou des mind mapping ou des tableaux blancs. Ouais. Donc, les mémotifs, alors ça, c'est un travail que je fais depuis longtemps à partir de photos qu'on recadre. Alors c'est aussi un peu dans la même démarche du dessin, c'est-à-dire que de recadrer une photo qu'on a prise soit en verticale, soit en horizontale, c'est faire un choix à un moment. Et souvent ça fait référence au Memory, qui est un jeu
jeu de mémoire où les gens s'attachent à des motifs ou des lieux qu'ils connaissent. Et là, du coup, ça me permet de faire rentrer des gens autour d'une table et de ne pas les mettre à distance. Donc ils manipulent des cartes, des images, et ils commencent à parler de certains sujets. Ça les fait rentrer dans le projet autrement que par un dialogue de celui qui parle et ceux qui écoutent, quoi. Voilà. Et puis après, ça permet aussi de faire des classements. On l'a vu encore récemment à Saint-Élimie, c'était sommaire, parce que c'est pas forcément le sujet. On est dans l'aménagement de centre-bourg, mais sur des réunions participatives, dans le cadre d'un PLU ou d'un plan de paysage, on va beaucoup plus loin. On en fait des traits construits, et puis on les positionne, on discute autour, et surtout, on en fait des comptes rendus illustrés. Voilà. Où on réannote des images qui peuvent avoir plusieurs sens. Voilà, donc mes motifs, ça veut être après des cartes, oui, on manipule, les cartes postales pour comparer l'avant, l'après. Ça c'est important parce que finalement les gens connaissent bien leur territoire et ils peuvent revenir à une autre réunion avec des cartes postales anciennes et nous montrer des choses qu'on n'avait pas vues. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi se dire que l'aménagement ou les études sont souvent cycliques, c'est-à-dire qu'on va revenir, on n'est pas les premiers à avoir travaillé sur tel sujet, et on revient derrière d'autres équipes qui ont déjà travaillé, on revient derrière le travail d'élus. Puis pareil, voilà, les équipes municipales, c'est cyclique aussi. Il suffit, voilà, il y a des communes qui sont sur un bord et qui repassent au même bord 10 ans après et qui veulent reconstruire des principes d'analyse qu'ils avaient mis en place autrefois, ou que leurs parents avaient mis autrefois. Voilà, donc c'est intéressant ça. Il y a les photomontages un peu choc aussi. Les photomontages un peu choc. Ah oui, tout à fait, vous parlez de l'aïeul. Non, mais et d'autres, c'est-à-dire que le photomontage aujourd'hui, on le voit surtout utilisé pour les perspectives, pour montrer à la fin comment ça sera. Voilà. Et ce qui est intéressant, ça peut être bien pour voir des choses, mais ça, des fois, maintient une confusion. Et puis, ça peut être périlleux à double tranchant où les gens attendent leur argent, c'est-à-dire ils attendent un projet qui corresponde vraiment à ce qu'on leur avait vendu. Donc, attention, c'est mensonge sur la marchandise, ça devient très procédurier. Plus on est dans le réalisme, plus ça devient procédurier. Donc, j'aime bien jouer sur les photomontages bien avant qu'on parle de projet et pour les titiller sur des sujets, des thèmes, l'habitat, l'abandon des maisons, les nouvelles manières de transporter. Et je mets en commun, parce que je travaille en milieu rural, en territoire rural, je peux parler avec des photomontages un peu choc de questions d'actualité. Voilà, le problème des communications, de l'accès à l'énergie, le problème des équipements scolaires, le regroupement scolaire, les classes qui disparaissent, l'agriculture, l'agriculture biologique, bref, des sujets de société qui concernent a priori plus les urbains. C'est ce que se disent des fois les gens qui habitent le rural, et pourtant ils sont tous au courant, on écoute tous la même radio, on regarde tous la même télé, et on a les mêmes accès internet aux informations. Donc ce que j'aime bien, c'est de resituer l'étude dans le contexte médiatique ou actuel. Alors, la seule question, c'est quel avenir pour votre métier? Quelles sont vos perspectives avec la motrice? La structure telle qu'elle est aujourd'hui vous satisfait-elle et pour quelles raisons? Souhaiteriez-vous la faire évoluer dans quelle direction? Que conseilleriez-vous aux étudiants stagiaires en paysage, architecture, urbanisme qui font leur début dans la vie active? D'arrêter. Voilà. Donc, quel avenir pour le métier de paysagiste, urbaniste, concepteur? Ouais, qui travaille à différentes échelles. Alors après, c'est vrai que moi je me suis positionné dans un espace un peu hybride. J'ai certains des confrères qui ont fait des formations analogues qui sont restés dans une branche, c'est-à-dire peut-être ça leur semble plus rentable. Ils répondent à des concours, ils font des aménagements, ils font des candidatures d'aménagement et puis ils restent sur ça
et voilà, ça fonctionne ou pas, ils font les candidatures. Et d'autres qui travaillent que sur le grand paysage, les études urbaines. Moi, je me situe un peu sur des champs différents. Donc, ça fait que c'est très passionnant. Mais je me prends un peu trop... des fois, on peut aussi se brûler les ailes sans le voir arriver. Lorsqu'on est un peu déçu et que l'étude se mène pas comme on le veut. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis avec du recul assez content de ce qui a été fait avec l'atelier. Je reste seul, j'ai travaillé seul, et ça a été passionnant de travailler sur des sujets hyper différents, hyper variés. Et puis voilà, et de montrer que c'est possible. C'est possible de travailler à différentes échelles avec des méthodes communes, des outils communs, et parce que voilà, on arrive à toujours parler des idées, de donner du sens aux choses dans lesquelles on travaille. On peut travailler sur du design, on peut travailler sur des études de grand territoire, ou travailler sur la programmation d'équipements. Alors, je dirais, ça serait faisable, mais c'est aussi très fatigant. Ça demande du temps, de la disponibilité, on le voit, les conseils municipaux sont tard. Donc à un moment, on risque de s'essouffler. Voilà, aujourd'hui j'ai 42 ans, 9 ans avec ma structure, voilà, et ça commence à faire long. Donc je me pose la question de la suite. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'associe avec d'autres personnes ? Alors, est-ce qu'on collabore ? Est-ce qu'on monte une autre structure ? On s'est posé la question avec différents confrères de monter un groupement d'intérêt d'entreprise et de mettre en commun nos expériences, toutes nos références de projet, et de pouvoir répondre à des plus gros marchés peut-être, mais aussi de répondre à des choses qui nous satisfassent un peu plus par rapport à ce qu'on a fait. Parce que peut-être que ce que j'ai fait depuis 9 ans, c'était aussi une mise en bouche pour me rendre compte de là où j'aime bien travailler et là où je n'aime pas travailler, quoi. Voilà, il y a ça qui se pose. La question après de se poser, c'est que, je crois que je l'ai dit dans le début, à un moment de l'entretien, en n'ayant pas accès à des études de maîtrise d'œuvre concrètes en Puy-de-Dôme, j'ai eu l'impression de perdre mon temps et me dire mais à quoi m'a servi toutes ces expériences que j'avais faites, ces années d'études, cette motivation que j'ai pu mettre en place pour ne finalement pas avoir accès à des commandes auxquelles je pourrais parfaitement répondre parce que le marché est bouché et que on a des élus ou des commanditaires qui font toujours confiance aux mêmes professionnels avec des outils qui sont les leurs mais qui restent limités. Voilà. Alors est-ce que c'est de la frustration bien sensée, de la jalousie, on ne sait jamais, mais en tout cas à un moment on aimerait bien passer à un autre niveau. Donc c'est vrai que l'énergie qu'on a maintenant, on a envie de la placer au bon endroit et on se dit il faudrait peut-être soit s'associer, soit travailler avec des salariés. Mais voilà, moi la situation où je suis à Mur-de-Barrès, en milieu rural, c'est quand même très délicat d'arriver à faire venir des jeunes salariés. Il faut avoir une vision à moyen terme, au moins minimum de 1 an pour être sûr d'apporter quelque chose de sûr à un salarié, quoi. Pas dire à quelqu'un viens 3 mois, prends un appart et puis au revoir après. En fait je suis désolé, je croyais avoir une étude, on l'a encore testé récemment, je croyais avoir eu une étude et là il y aurait vraiment eu l'espace de projet, de travail, de diagnostic pour avancer. Finalement ça s'est pas fait. Donc voilà, donc faut avoir une vision à long terme. Donc ça veut dire qu'à côté on revient un peu sur ces méthodes de travail. On se dit peut-être que j'ai répondu à des champs trop larges, ce qui fait que je manque peut-être de reconnaissance dans un champ plus spécifique, et que c'est peut-être en répondant dans un champ spécifique que je pourrais être sûr d'avoir de quoi nourrir un salarié, quoi. Voilà les questions. À un moment, on y réfléchit tous, c'est soit s'associer, soit salarié, mettre en commun des forces. Parce que là, la motrice, il faut mettre du charbon et elle commence à s'essouffler. Voilà. Après, la question c'était qu'est-ce que vous conseilleriez
d'un côté, si j'avais, si je prends mon exemple de carrière, je referais de la même manière. J'aurais peut-être eu des expériences de voyage ou de travail à l'étranger. Ça m'aurait peut-être aussi plu de travailler un peu à l'étranger et de voir d'autres façons de faire. Et voilà. Mais je regrette pas d'avoir touché à l'enseignement, à travailler dans des bureaux d'ingénierie, dans des agences d'urbanisme, agences de paysage, travailler sur des gros concours, travailler sur des études beaucoup plus classiques, des études de grands paysages, de l'archéologie, travailler sur plein de choses comme ça. Donc j'aurais envie de dire, faites confiance les jeunes et puis allez chercher vraiment ce qui vous plaît et mettez le pied dans la porte. Essayez de convaincre absolument, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter. Quand à un moment vous pensez qu'une collaboration peut être possible ou que vous avez le droit de parler sur tel sujet, il faut y aller, quoi. Sinon personne ne vous aidera à le faire. Voilà, donc je pense que voilà, moi j'ai pas forcément, j'ai des collègues qui ont eu la chance d'être portés des fois par ou adoubés par des enseignants, des anciens professionnels. Voilà, et c'est vrai que ça aide, ça met le pied à l'étrier. Je crois qu'il y a des fois, il faut aussi, tant pis, s'il y a personne, il faut croire à ce qu'on fait, puis on va jusqu'au bout. Et bon, voilà, moi j'ai pas eu, par exemple, à un moment, j'ai candidaté une fois, j'ai pas candidaté aux AJAP ou ces trucs comme ça, j'y crois pas du tout. Mais par contre, au palmarès des jeunes urbains, je l'ai fait. Et c'est vrai que là, j'aurais bien aimé avoir la reconnaissance de mes pairs sur la manière de travailler et tout ça. Et bon, après, je le regrette pas et c'est passé à très peu, quoi. Très très peu. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment, je suis pas complètement dans le faux, quoi. Voilà. Après, que dire parce qu'après là on va arriver sur Saint-Flour. On va à Saint-Flour ? Oh non, parce que du coup je voulais aborder la question des collectifs, Ah oui, ça, moi j'ai encouragé, j'ai eu l'occasion de travailler, de mettre en place un emploi-temps échange à Périgny-sur-Allier, à la Boulange. Et ça, c'était vachement bien. Et à l'époque, quand je savais que j'allais en partir, j'ai tout fait pour encourager d'autres jeunes de s'y installer et de reprendre le flambeau et de travailler, parce que c'est la meilleure situation de travailler avec le réel, de rencontrer les habitants et de démystifier surtout le travail de concepteur. Donc par exemple ce qu'a fait le collectif, etc., finalement c'est tombé de sens, c'était super, quoi. Ils ont fait le passage qu'il fallait pour aller à la rencontre en plus d'autres collectifs, donc de fédérer et de fortifier aussi cette démarche-là. Donc c'était très bien. Après, ce que je dirais, c'est que sur les collectifs, il faut, voilà, eux, ils ont mis en place un travail en commun. À un moment, il faut capitaliser, il faut échanger, et puis faut essayer de théoriser aussi à côté. Et c'est vrai que le collectif, etc., à des moments, avait du mal à prendre du recul sur ces démarches. Et à un moment, on se brûle les ailes quand il y a des collectifs qui ne fonctionnent pas, qui ne séduisent pas. Il y en a qui séduisent. Quand ils séduisent, le problème, c'est qu'ils se brûlent un peu les ailes et qu'ils ont du mal après à prendre du recul sur l'étude auquel ils ont répondu. Et il y a des collectifs comme ça qui répondent sur des marchés où il y a d'autres professionnels et qui ne travaillent pas avec les mêmes armes. Donc j'encourage moi les jeunes professionnels à partir dans le collectif, mais il ne faut pas oublier qu'ils viennent sur des terrains où pour l'instant ils n'ont pas encore de famille, ils ont un revenu, un chômage, ils ont encore peu à subvenir à leur vie, voilà. Et donc ils peuvent répondre à des coûts qui défient toute concurrence. Et ça peut être un souci par rapport aux autres professionnels. Et là où je reproche que ce système n'est pas très bien lu, c'est que c'est des fois les maîtrises d'ouvrage qui encouragent ça. Et ça arrive que des PNR n'est pas la jugeote de saisir cette nuance. Et ce qui fait, c'est quand
c'est la même chose quand des artisans travaillent sur des produits, sur des objets, et qu'à des moments, on va avoir des CAT, des centres d'aide au travail, où on va faire travailler des gens qui reprennent goût à la vie, ou des personnes handicapées, qui vont faire des produits à peu près analogues, pas avec la même qualité, mais à des prix incroyables, quoi. Ne faisons pas une comparaison trop rapide, hein, je ne parlais pas de ça, mais ça veut dire aussi que il faut aussi qu'il y ait des cadres mieux identifiés de la part des maîtrises d'ouvrage, parce que maintenant c'est une vraie institution, le travail du collectif d'architectes, c'est une vraie façon de faire. Donc il faut que les cahiers des charges soient mieux construits pour accepter ça, quoi. Voilà. Mais c'est une deuxième école. Et il faut garder l'esprit de l'école. C'est-à-dire que l'école, il y a le travail d'atelier, puis l'entraide qu'on peut avoir entre étudiants, qui est très très importante, qu'on sous-estime nous des fois en tant qu'enseignants, mais qui est très importante parce qu'on apprend vachement les uns des autres. Et le collectif, il reprend le flambeau, il responsabilise. C'est plus risqué aussi, on est plus en faux, mais c'est une super deuxième école. Voilà. Un dernier mot pour la fin. Yes, I. Non, rien. Ou une phrase ou une citation que vous aimez bien. Ouais, tout ça. Comme le dit Hegel, rien ne réunit autant que l'eau. Ça marche.